2 missiles tombent dans la nuit du Sahel, déchirant une route que le président du Burkina Faso venait de quitter. À 2000 pieds, un drone MQ-9 Reaper plane encore. Son objectif manqué, mais les fragments AGM-114 portent une signature. Celle d'une main étrangère qui pensait tuer le silence. Ce soir-là, Ibrahim Traoré échappe à la mort et trouve une preuve. Le ciel lui-même témoigne. Combien de fois un homme doit-il survivre pour que la vérité commence à parler ? 17 jours après la frappe manquée, la tension n'a pas baissé d'1 degré au Burkina Faso. Autour d'Ibrahim Traoré, l'atmosphère s'est figée entre colère et devoir. Prouver, non venger, car ce dossier de métal tordu ne raconte pas seulement une nuit d'explosion, mais la ligne invisible qui sépare la dépendance de la souveraineté. L'enjeu dépasse un attentat. Il s'agit de savoir si un pays africain peut encore contrôler son ciel sans permission étrangère. Et ce soir-là, dans chaque bureau, chaque caserne, la même question circulait. Que fera le président ? L'espoir de vérité s'oppose à la peur des représailles. Et le monde observe. Une seule décision de Traoré pouvait transformer la douleur en acte de résistance documenté. C'est là que commence la promesse, celle de montrer, calmement, ce que d'autres préféraient cacher. Dès l'aube suivante, les techniciens du palais ont déposé sur une table d'acier les fragments récupérés sur la route. Numéro de série partiellement fondu, circuit noirci, inscription AGM 114, gravé dans le métal. Autant de preuves que la nuit n'avait pas été un accident. Le radar chinois, que beaucoup jugeaient inutile, avait tout enregistré, altitude, trajectoire, minute exacte du survol. Ces données coïncidaient au mètre près avec la position du convoi présidentiel à 23h47. Autrement dit, un tir ciblé, programmé, calibré pour tuer. Le silence des institutions étrangères pesait autant que les éclats de fer sur la table. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré écoutait sans interrompre les ingénieurs. Chaque phrase prononcée mesurait la gravité d'un mensonge plus vaste. Si ce drone était bien Reaper MQ-9, il n'appartenait à aucune flotte autorisée sur le territoire. L'enquête interne révéla bientôt que plusieurs signaux satellites avaient été brouillés juste avant l'attaque. Une main anonyme avait tenté d'effacer la trace numérique du chasseur. Mais les données brutes, stockées en double exemplaire, survécurent. C'est à cet instant que Traoré comprit que l'épreuve dépassait le simple assassinat. C'était une guerre des récits, un combat entre invisibilité et preuve. Dans la salle froide du QG, la peur se changeait lentement en méthode. Photographier, archiver, transmettre. Le président ordonna la duplication immédiate des enregistrements et leur envoi vers un état neutre. L'histoire venait de changer d'échelle, d'une route du Sahel à un continent sous surveillance. La vérité, désormais, aurait ses propres témoins. Autour d'Ibrahim Traoré, un petit cercle d'hommes veille dans le silence étouffé du palais. Le chef de la sécurité, qui avait crié l'ordre de déviation cette nuit-là, ne parle presque plus. Ses yeux fixent la carte où la route bombardée traverse encore la poussière rouge. À ses côtés, une jeune ingénieure, formée à Ouagadougou, recalcule les coordonnées. Pour elle, chaque ligne de code est devenue une frontière morale. Dans leur regard se lit la même prise de conscience. Ils ne défendent pas seulement un président, mais la possibilité même d'un avenir souverain. Le matin, les radios bruissent de rumeurs. À midi, les marchés murmurent le nom du chef d'État qui a survécu. L'impact n'est plus militaire, il est psychologique, collectif, intime. Les familles des 3 civils morts déposent des fleurs au bord du cratère, et la nation tout entière y voit le symbole d'un pays qui refuse d'être effacé. Dans les ambassades voisines, on s'interroge. Qui a osé ? Le renseignement occidental garde le silence. Mais dans les couloirs du pouvoir africain, un mot circule. Preuve.
Le soir venu, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Il ne parle ni de vengeance ni de colère. Il parle de méthode, d'images, de documents, d'une vérité qu'il faut construire comme une défense. Car la seule riposte capable de durer est celle qui transforme le doute en conviction partagée. Et c'est là que se joue le premier impact, le passage d'une blessure à une stratégie. Tout commence dans la salle du conseil, à la lumière grise de 3 néons. Autour de la table, les généraux, les ministres, les agents du renseignement. Sur le mur, une projection, la trajectoire du drone, les points d'impact, l'heure du tir. Personne ne parle. Puis, un officier rompt le silence. « Monsieur, c'est un acte de guerre !» Les mots flottent dans l'air, lourds, irréversibles. Mais Ibrahim Traoré secoue la tête. « Non, dit-il, c'est une preuve. Et les preuves parlent plus fort que les bombes. » Ainsi débute la deuxième phase. La riposte par la transparence. Le président ordonne de compiler chaque donnée, chaque image radar, chaque fragment métallique. Un dossier est formé, étiqueté, émission spéciale, palais présidentiel. À l'extérieur, la ville frémit sans comprendre. Les techniciens installent des caméras. Les journalistes attendent des instructions. La rumeur d'une allocution se répand. Quand Ibrahim Traoré apparaît à l'écran, vêtu d'une simple chemise kaki, le pays entier retient son souffle. Pas d'hymne, pas de décor, pas de symbole militaire, juste un homme et un dossier marqué preuve. Il parle d'une voix calme. « Ce soir, vous verrez ce que nous avons vu. » L'écran montre ensuite la route détruite, les fragments, les données radar. Aucun commentaire, juste des images et des sous-titres. 23h47, altitude 2000 pieds, impact 4 minutes plus tard. Dans les villages, les cafés, les casernes, la même scène se rejoue. Les gens se regardant, en silence. Quelque chose bascule. L'événement n'est plus local, il devient continental. À midi, les enregistrements circulent sur les téléphones. À 18h, ils franchissent les frontières. Les radios étrangères hésitent à commenter, puis se taisent. Le soir, Ibrahim Traoré revient à l'antenne. Il lève un morceau de métal et déclare « Voici ce qui est tombé sur notre terre, voici ce qui a tué nos citoyens, et voici ce qui devait me viser, moi. » 1 minute de silence suit. Puis, nous ne répondrons pas par le feu, mais par les faits. Dans les rues de Ouagadougou, un murmure se lève, ni cri, ni applaudissements. Une respiration collective. L'onde de choc dépasse bientôt les frontières. En quelques heures, 12 gouvernements africains réclament des explications. Le mot souveraineté revient dans chaque déclaration, comme s'il retrouvait enfin son sens. Dans les capitales occidentales, les conseillers s'affolent. Qui a autorisé cette frappe? Aucune réponse officielle. Mais sur les réseaux, les images tournent sans cesse, indélébiles. Le monde vient d'assister à quelque chose de rare. Un chef d'État africain qui parle le langage froid de la preuve. Et depuis ce soir-là, plus personne ne peut ignorer le nom d'Ibrahim Traoré. Au lendemain de la diffusion, la cellule d'analyse du palais dresse une chronologie exacte. Les radars enregistrent 17 minutes de suivi continu, avec 3 corrections de trajectoire correspondant parfaitement au mouvement du convoi présidentiel. L'altitude du drone, 2000 pieds, reste constante sur tout le segment critique. Le logiciel de télémétrie fournit un rapport d'erreur inférieur à 0,8%, preuve d'un ciblage intentionnel. Chaque chiffre devient une pièce d'un puzzle que personne ne peut contester. Dans une salle glaciale, les ingénieurs présentent à Ibrahim Traoré un graphique. Une ligne rouge, la route, et une ligne bleue, la trajectoire du MQ-9. Les deux se croisent à la minute même où le mot « alerte » a retenti à la radio. Les témoins civils confirment la lueur au nord, les éclats, la vibration dans le sol. Le président écoute en silence, note, puis demande. « Que disent les signatures thermiques ?» L'ingénieur en chef répond. « Température estimée
à 850 degrés Celsius lors de l'impact, conforme à un Hellfire AGM 114. Les fragments retrouvés portent encore les numéros partiels du fabricant. Même les circuits brûlés racontent une histoire. Tension initiale, coupure nette, surchauffe. Pour les experts du ministère, ces chiffres n'ont rien d'anecdotique. Ils prouvent que le tir n'a pas été improvisé. La frappe a suivi un protocole militaire complet. Repérage, verrouillage, exécution. Aucune marge d'erreur. Le président hoche la tête, puis ordonne. Publiez tout, mais avec méthode. Chaque valeur doit être expliquée. Dans les heures suivantes, un communiqué technique est rédigé. 6 pages de données, tableaux, coordonnées GPS. Le document précise que le radar utilisé, modèle chinois, n'a pas été financé par une puissance extérieure. Cette précision compte, car elle démontre l'indépendance du système de défense burkinabé. Les analystes y voient la preuve que l'Afrique peut produire son propre renseignement. Les médias locaux traduisent les données en langage simple. 3 civils tués, 2 missiles tirés, 17 minutes d'observation, un président encore en vie. Ces 4 chiffres deviennent un slogan, un repère. À la radio, des journalistes commentent. Si les armes ont parlé, la science leur répond. La population comprend que, pour la première fois, la vérité n'est pas portée par la rumeur, mais par les mesures. Ibrahim Traoré apparaît brièvement à la télévision. Il remercie les ingénieurs et conclut d'une phrase calme. Nos chiffres sont nos boucliers. Et le monde, cette fois, écoute. Depuis la diffusion, 2 camps s'affrontent dans le silence feutré des chancelleries. Le premier, composé de diplomates occidentaux, soutient que la frappe relevait d'un malentendu technique. Selon eux, le drone MQ-9 aurait poursuivi une mission de surveillance et non de neutralisation. Le second camp, formé de militaires et d'analystes africains, y voit ça au contraire une opération ciblée, motivée par la peur d'un modèle indépendant incarné par Ibrahim Traoré. Les preuves radar, les fragments, les trajectoires chiffrées viennent nourrir cette lecture d'une préméditation claire. Face à ces 2 versions, le président ne cherche pas la confrontation mais la cohérence. Il convoque ses conseillers et leur dit « Ne combattons pas les arguments, éclairons-les ». Ainsi commence la contre-analyse. Pour chaque hypothèse étrangère, une donnée. Pour chaque doute, une image. Le rapport final démontre qu'aucun vol autorisé n'était enregistré sur cette zone et que le couloir aérien avait été fermé 12 heures plus tôt. Même les satellites civils montrent l'absence de trafic. Les partisans du hasard se retrouvent alors devant une équation impossible. Comment expliquer un tir parfaitement aligné sur la trajectoire présidentielle, sans intention? La logique, froide et mesurable, devient l'arme principale du Burkina Faso. Ibrahim Traoré résume sa position d'une phrase. « Si ce n'est pas un ordre, c'est une habitude. Et c'est pire. » La salle se tait. Les journalistes notent, les alliés réfléchissent, les adversaires reculent d'un pas. Car ce n'est plus la colère d'un homme qu'ils entendent, mais la construction d'un raisonnement. La nation découvre qu'on peut résister sans élever la voix. Il suffit de tenir la ligne de la logique. Et dans cette clarté, le pouvoir de la preuve devient plus redoutable que la vengeance. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est par cette phrase, prononcée en direct à la mi-journée, qu'Ibrahim Traoré retourne la perception mondiale. Au lieu d'annoncer des représailles, il révèle l'existence d'un projet plus vaste, une alliance technique entre armées africaines pour surveiller ensemble leur ciel. Cette idée, simple mais explosive, redéfinit l'incident du drone. Ce n'était plus seulement une tentative d'assassinat, mais un déclencheur d'unité. La révélation se propage comme une onde. Dans les capitales voisines, des ministres se consultent, des officiers sortent de l'ombre, des ingénieurs proposent leur radar. Une carte commence à se dessiner, du golfe de Guinée jusqu'au Sahara, reliant des points lumineux qu'aucun empire ne contrôle. À cet instant, la narration bascule. Ibrahim Traoré n'est plus seulement celui qui a survécu, il devient le catalyseur d'un mouvement continental.
Et sous le regard du monde, la peur cède la place à la méthode. La souveraineté cesse d'être un mot, elle devient un plan. Les jours suivants, l'impact de la révélation d'Ibrahim Traoré s'étend au-delà des frontières. Les chancelleries africaines se consultent discrètement, les marchés s'interrompent, les radios commentent la même question. Que signifie la souveraineté à l'ère des drones? 4 cercles d'effets apparaissent, comme les vagues après une explosion. D'abord viennent les nations. 12 gouvernements convoquent des réunions d'urgence. Certains annoncent des enquêtes aériennes communes, d'autres suspendent les survols étrangers. Les ministres de la Défense échangent des coordonnées radars. On évoque la création d'un réseau continental de détection. Pour la première fois, les lignes téléphoniques entre capitales africaines restent ouvertes toute la nuit. La coopération cesse d'être un slogan. Viennent ensuite les citoyens. Dans les villages, les cafés, les universités, le nom d'Ibrahim Traoré devient un symbole. Des étudiants projettent son discours sur des murs blancs, des enseignants en font un cas d'étude sur la vérité politique. Sur les réseaux, le hashtag Preuve passe silence franchit les langues et les frontières. Le peuple découvre que l'image d'un fragment métallique peut valoir autant qu'une armée. Puis viennent les élites économiques. Les entreprises locales réévaluent leurs contrats avec les partenaires extérieurs. Les analystes parlent d'un effet Traoré, un réflexe de prudence, mais aussi de fierté. Les chiffres du commerce régional progressent de 12% en 2 semaines. Preuve qu'un discours d'indépendance peut aussi créer de la valeur. La confiance, longtemps exportée, commence à se rapatrier. Enfin vient la scène internationale. À l'ONU, quelques délégués demandent des explications sur l'usage de drones armés dans l'espace sahélien. Les puissances concernées esquivent. Mais le débat est ouvert, et cette fois, il ne se fermera plus. Les chaînes d'information diffusent les images du président burkinabé tenant un fragment d'acier. Un geste sobre, mais inoubliable. Les experts admettent que la communication maîtrisée d'Ibrahim Traoré a déplacé les rapports de force sans un seul tir. Les semaines passent et les signes s'accumulent. De Dakar à N'Djamena, on parle d'un moment et en burkinabé. Les drapeaux ne changent pas, mais les consciences, oui. L'Afrique découvre qu'elle peut s'unir autour d'une méthode, non d'une émotion. Et quand un continent apprend à mesurer sa dignité, plus aucun empire ne peut prétendre la lui prêter. 6 mois après la nuit du drone, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso et, au-delà, pour le Sahel tout entier. D'abord, le scénario de base. La diffusion des preuves a consolidé la crédibilité d'Ibrahim Traoré sans provoquer d'escalade militaire. Les armées africaines poursuivent leur coopération technique. Un réseau de radars partagés couvre déjà la moitié occidentale du continent. Les puissances étrangères, contraintes de dialoguer, adoptent un ton plus prudent. L'équilibre reste fragile. Une surveillance permanente, mais assumée. Vient ensuite le scénario optimiste. L'effet d'unité s'étend. 12 pays signent une déclaration de coordination stratégique et créent un fonds commun destiné à financer la recherche aéronautique africaine. Les données issues du Burkina Faso deviennent un standard régional. Les universités locales forment une nouvelle génération d'ingénieurs spécialisés dans la défense électronique. La souveraineté ne se dit plus, elle se calcule, se code, s'enseigne. Dans cette perspective, le modèle Traoré deviendrait l'un des rares exemples où la vérité documentaire a produit une alliance durable. Enfin, vient le scénario critique. Certains acteurs, craignant de perdre leur influence, pourraient chercher à saboter l'initiative. Des campagnes de désinformation, des pressions économiques, des menaces diplomatiques viseraient à isoler Ouagadougou. Mais même dans cette hypothèse, le précédent créé demeure. Un pays africain a prouvé qu'il pouvait répondre à la violence par la preuve, à la peur par la méthode. Entre ces 3 chemins, le président choisit le plus exigeant, la continuité sans rancune. Il le résume même ainsi: si la lumière dérange, gardons-la allumée.
L'avenir du Burkina Faso ne dépend plus du nombre de drones dans le ciel, mais de la quantité de vérité que son peuple refusera désormais de taire. Et c'est peut-être cela, le vrai tournant des 12 prochains mois, la maîtrise du récit avant celle de la technologie. Dans les semaines qui suivent, l'émotion laisse place à la compréhension. Les mots d'Ibrahim Traoré ne résonnent plus seulement dans les palais, mais dans les foyers. Des jeunes de Ouagadougou écrivent des lettres ouvertes à leurs estis, à leurs aînés. Nous avons vu un président qui ne fuit pas. Dans les lycées, les professeurs font écouter le passage où il dit « Nous répondrons avec les faits ». Ce ton calme, presque pédagogique, devient une référence morale. Les chanteurs, les poètes, les conteurs reprennent ces phrases et les transforment en refrains de résistance tranquille. Dans les marchés, les mères racontent alors à leurs enfants l'histoire du convoi et des missiles qui n'ont pas atteint leur cible. Elles disent que ce soir-là, le destin a hésité, mais que la vérité a choisi de rester. L'impact sur la population dépasse toute propagande. Chacun y trouve une leçon sur la dignité, la prudence et le courage. Dans les diasporas africaines, de Paris à Montréal, la même émotion circule, celle d'un continent qui ne veut plus être commenté, mais entendu. Les communautés organisent des conférences, diffusent de la vidéo, traduisent le discours en plusieurs langues. Le nom d'Ibrahim Traoré devient un point de ralliement silencieux, une manière de dire « Nous pouvons parler pour nous-mêmes ». Ainsi, la parole présidentielle quitte le champ politique pour devenir une expérience collective. Ce n'est plus un message, c'est un miroir. Et dans ce miroir, l'Afrique se reconnaît. Après la tempête médiatique, Ibrahim Traoré réunit son équipe restreinte. Sur un tableau blanc, 5 étapes apparaissent, sobres et précises. Documenter, sécuriser, partager, coordonner, transmettre. Chaque mot devient une tâche. D'abord documenter. Toutes les données de vol sont archivées dans un format infalsifiable. Des copies sont confiées à des institutions neutres pour éviter toute perte ou manipulation. Ensuite, sécuriser. Le Burkina Faso crée un centre d'observation aérienne capable d'analyser en temps réel les signaux venant du Sahel. Des radars civils et militaires sont fusionnés sous un protocole commun, puis partagés. Les États voisins reçoivent une invitation officielle à participer à un réseau panafricain de vigilance. L'objectif, qu'aucun espace ne soit observé sans consentement collectif. Ensuite, coordonner. Une cellule mixte est installée à Ouagadougou pour centraliser les informations techniques, économiques et diplomatiques liées à la défense du ciel. Chaque donnée devient un élément de diplomatie. Enfin, transmettre. Les universités locales ouvrent des programmes de cybersécurité et de détection aérienne. L'idée, former des ingénieurs capables de parler à la fois le langage du code et celui de la souveraineté. Ibrahim Traoré conclut la réunion d'une phrase simple. La vérité se défend comme un territoire. Et dans cette méthode, le pays trouve plus qu'une réponse, une direction. Le soir, dans la même salle où tout avait commencé, Ibrahim Traoré regarde de nouveau la table d'acier. Les fragments du drone y reposent encore, alignés comme des souvenirs de métal. Autour d'eux, le silence n'est plus celui de la peur, mais celui du travail accompli. Le chef de la sécurité passe, effleure du doigt le bord du cratère photographié. L'ingénieur sourit, fatigué, mais fier. Le président lève les yeux vers la fenêtre. La lune éclaire la cour, calme, familière. Ce même ciel qui avait porté la mort porte désormais la mémoire. Dans cette lumière pâle, il murmure « La blessure, c'est la preuve que nous sommes encore vivants ». Ces mots résonnent comme une prière pour tous ceux qui ont survécu cette nuit-là. La route du Nord, jadis blessée, devient symbole d'endurance. Et l'histoire d'un attentat manqué se transforme en leçon pour un continent entier. Sous le vent du Sahel, l'écho de son nom, Ibrahim Traoré, circule encore. Non pas celui d'un survivant, mais d'un homme qui a enseigné au silence à parler.
L'histoire se clôt sur un souffle plus que sur un bruit. Le Burkina Faso n'a pas changé du jour au lendemain, mais quelque chose d'invisible s'est déplacé. Le centre du récit. Dans les écoles, les enfants apprennent que la vérité peut sauver autant qu'elle blesse. Dans les villages, les anciens racontent que le courage ne se mesure pas en armes, mais en mémoire. Devant les écrans, des millions de spectateurs repensent à cette nuit où un homme a choisi de répondre à la mort par la clarté. Ce geste, si simple, continue de voyager, transformant le doute en responsabilité. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défendu son peuple, il a rappelé à toute une génération qu'on peut gouverner sans se taire. Et maintenant, la question revient à chacun. Combien de vérités sommes-nous prêts à montrer avant qu'on nous les retire? Le ciel est vaste, mais il n'appartient qu'à ceux qui osent le regarder en face.